Que sait-on précisément ? Eh bien, ce que l'on savait avant aujourd'hui, c'était que François Fillon, on allait le retrouver de toute façon le 15 novembre devant la justice pour son procès en appel dans l'affaire des emplois fictifs de Pénélope Fillon. Sauf qu'aujourd'hui, on apprend qu'il devrait être renvoyé également devant un tribunal correctionnel pour cette autre affaire que vous évoquez, également ouverte en 2017 par le parquet national financier. Le PNF qui le soupçonne d'avoir employé Maël Renoir, ce jeune écrivain, entre novembre 2013 et septembre 2015, en tant qu'assistant parlementaire, oui, mais pas pour réaliser de stricts travaux parlementaires, mais pour écrire son livre Faire. En première instance, il avait été condamné à 5 ans de prison, 3 avec sursis, 2 fermes, et visiblement, François Fillon n'en a pas terminé avec la justice. Merci pour ce point qui pose évidemment le cadre de cette nouvelle question. Y a-t-il une nouvelle affaire François Fillon? Nous sommes en direct avec Maître Hervé Lemann, avocat au barreau de Paris. Vous avez écrit Le procès Fillon. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Alors l'avocat de François Fillon, lui, dit que c'est du harcèlement, cette nouvelle affaire qui se profile. Est-ce que vous aussi, vous estimez qu'il y a une forme de harcèlement contre François Fillon? Non, du harcèlement, je ne crois pas, mais il y a 2 questions qui se posent. La première, c'est pourquoi cette affaire qui n'est pas une affaire nouvelle. C'est une affaire qui a été ouverte en 2017. Donc pourquoi cette affaire met 4 ans à sortir et pourquoi elle sort maintenant, alors que semble-t-il c'est une affaire relativement simple. Il s'agit de savoir si une personne qui était payée comme assistant parlementaire a travaillé comme assistant parlementaire ou pas. Pourquoi est-ce que ça met 4 ans à sortir? C'est une première question. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que le parquet national financier s'occupe de ça? On a créé un parquet national financier pour s'occuper de la grande délinquance financière et il est compétent pour les affaires d'une grande complexité. Et en fait, il s'intéresse aux histoires d'assistants parlementaires des leaders de l'opposition. Ça pose un problème démocratique, ce parquet national financier, sa manière de fonctionner. Et vous savez toutes les problématiques qu'il y a derrière, l'affaire des fadettes des journalistes qui amène jusqu'à la mise en examen aujourd'hui du Premier ministre. Donc tout le fonctionnement de ce parquet national financier pose un grave problème de fonctionnement de la justice dans les affaires politiques. Et ce que montre cette nouvelle, si je puis dire, affaire Fillon, qui encore une fois n'est pas une nouvelle, mais cette sortie tardive de cette affaire Fillon montre ce fonctionnement très curieux de ce parquet qui a été créé par François Hollande pour lutter contre la grande délinquance financière, mais qui en fait a servi à lutter contre les leaders de l'opposition. Pardon, maître, à vous entendre, on a l'impression que le problème ne vient pas de François Fillon, mais de la façon dont il est traité par la justice en France. Alors vous avez raison, vous avez, la question est excellente. Il y a deux affaires Fillon, si je puis dire. Les hommes politiques dans notre pays ont longtemps considéré que les enveloppes des assistants parlementaires, on en sait un peu ce qu'on voulait. Voilà. Ce que François Fillon n'a, semble-t-il, pas compris, c'est que ce temps-là est révolu depuis quelques années. Et donc ça, c'est l'affaire Fillon. Ce sont donc les 2 affaires Fillon aujourd'hui, puisqu'il y en a 2. Est-ce que François Fillon a utilisé les enveloppes des assistants parlementaires pour autre chose que des travaux d'assistants parlementaires? C'est les faits dont il doit répondre. Et encore une fois, ça correspond à quelque chose qui était très courant il y a quelques années et qui aujourd'hui n'est plus admis ni par les Français ni par la justice, et de ça il doit rendre compte. Mais il y a une deuxième question, c'est que François Fillon n'est pas n'importe qui, et donc la façon dont la justice le traite, et en particulier la façon dont la justice l'a traité avant l'élection présidentielle, est un problème qui va au-delà de François Fillon, et qui est un problème du fonctionnement de la justice dans notre pays, dans les affaires mettant en cause les leaders de l'opposition. Et vous savez que c'est une question très sensible, parce que l'utilisation de la justice dans les affaires politiques, c'est un marqueur très fort de la démocratie. Merci, dans les maître. pays... Merci, maître. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre en direct ce matin sur LCI. Il est 10h30 à la une. De l'actualité, ni grand plan, ni chèque en blanc. Emmanuel Macron a annoncé une série d'aides pour Marseille à hauteur d'1,5 milliard d'euros. En contrepartie, le président dit attendre une meilleure gestion de la grève et surtout de la ville, et surtout moins de grève. L'actualité ce matin, c'est aussi un boom de la vaccination chez les 12-17 ans, ceux qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Plus de 64% d'entre eux à ce jour. Collèges et lycées commencent à organiser des rendez-vous dans les établissements.
Inondation historique et meurtrière aux États-Unis. La tempête Ida sème le chaos à New York et sa région. Au moins 46 morts selon les médias américains. Des quartiers entiers ont été dévastés. C'est donc le grand rush de la vaccination pour les écoles, pour les 12-17 ans. Dès aujourd'hui, au-delà des écoles, les chiffres flambent. Le taux de vaccination est toujours derrière celui de la population générale, mais il est en forte progression, au-dessus des 64%. Désormais, on va en parler dans un instant avec notre spécialiste santé, Gérald Kierzek. Bonjour Gérald, bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de vous entendre, Blandine Dalena est avec Morgane Pope à Villeneuve-la-Garenne, au lycée Michel-Ange, où les jeunes se font vacciner. Exactement, et je me trouve avec le proviseur de ce lycée de Villeneuve-la-Garenne. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment va se dérouler cette journée ? Bonjour, donc la direction académique des Hauts-de-Seine et l'ARS nous ont proposé d'organiser dès aujourd'hui une journée de vaccination, donc on a accepté. Ça se fait au même moment que la rentrée des élèves, donc aujourd'hui ce sont les premières et les terminales et qui viendront après leur réunion de pré-rentrée, qui auront la possibilité de se faire vacciner dans le centre de vaccination qui a été organisé et encadré par la Croix-Rouge. Est-ce qu'il faut l'accord de leurs parents dans tous les cas ? Alors, normalement, les élèves de plus de 16 ans n'ont pas besoin de l'accord de leurs parents, mais bien entendu, nous demandons qu'ils en discutent entre eux et que ça soit bien sûr en accord avec leurs parents. Et par contre, les élèves de moins de 16 ans doivent venir avec une autorisation écrite de leurs parents. Merci. Donc vous l'entendez, un centre éphémère qui est mis en place dans ce lycée dès aujourd'hui. Et ce lycée, il n'a pas été choisi au hasard, puisqu'à Villeneuve-la-Garenne, le taux de vaccination des 12-17 ans est inférieur à 30%. C'est loin de la moyenne nationale qui s'établit à 64% pour cette tranche d'âge. Merci Blandine Dalena avec Morgane Pope en direct de Villeneuve-la-Garenne. Dans les Hauts-de-Seine, docteur Gérald Kierzek, comment vous expliquez ce rush pour les 12-17 ans ? Il y a plusieurs explications. La première explication, c'est qu'il y avait les vacances. Donc les vacances et les ados avaient un peu la tête ailleurs. Donc là, il y a la rentrée, il y a des opportunités délocalisées directement dans les lycées ou en face des établissements scolaires. Deuxième raison, c'est le 30 septembre. Le 30 septembre, vous savez, le pass sanitaire, c'était pour tout le monde, sauf pour les 12-17 ans, justement. Et ces 12-17 ans avaient... la deadline était repoussée jusqu'au 30 septembre. Mais après le 30 septembre, pour aller au ciné, pour aller au restaurant, pour aller dans un établissement public, il y aura besoin aussi pour ces ados d'avoir le pass. Donc c'est clair que ça va accélérer et ça accélère la motivation avec, et ça a été dit par le proviseur, des choses qui ont changé au tout début, dès qu'il y a eu l'autorisation pour les plus de 12 ans d'avoir cette injection du vaccin ARN messager, parce qu'il y a uniquement les deux vaccins Moderna et Pfizer ARN messager qui ont l'indication de mise sur le marché pour les ados, pour les 12-17 ans, il fallait l'autorisation des deux parents. Et ça a changé puisque maintenant les 12-15 ans, il faut un seul parent. Alors c'est plus simple, ça a là aussi libéré un certain nombre de choses parce que c'était compliqué, notamment dans les familles où il y avait des parents qui étaient séparés. C'était toujours problématique pour nous d'avoir cette double autorisation. Et puis les 16 ans et 17 ans n'ont pas besoin de l'autorisation parentale. L'ado suffit. C'est pour ça que les premières et les terminales, par exemple, peuvent aller se faire vacciner sans avoir d'autorisation parentale. Donc ça aussi, ça a permis de libérer, ce qui explique un peu le boom de cette vaccination ces derniers jours et puis probablement pour les prochains jours ou prochaines semaines. Cette nouvelle règle, elle va simplifier l'accès à la vaccination, elle va peut-être aussi compliquer les débats dans les familles. Ça, c'est pas impossible, puisqu'il n'y a plus qu'un parent qui peut se prononcer. Si l'un d'entre eux dit oui, globalement, l'ado peut se faire vacciner. Et exactement. C'est important parce que c'est une question que se posent de nombreux parents, mais aussi de nombreux adolescents. Quels sont les risques potentiels d'une vaccination pour les 12-17 ans? Alors, c'est toute la question, parce qu'en fait, quand on donne un médicament, quand on donne un vaccin, on est toujours dans une balance bénéfice-risque. Quel est le bénéfice à donner ce vaccin par rapport au risque potentiel de deux choses? Un, de la maladie, et c'est vrai que je reprenais les chiffres de Santé publique France, le risque de la maladie grave chez les adolescents, il est extrêmement faible. Quand on regarde depuis mars 2020, il y a une dizaine de décès, très peu d'hospitalisations, donc on voit bien que la Covid-19 n'a pas de gravité chez les adolescents. En revanche, de l'autre côté, dans la balance, il y a le risque potentiel du vaccin. On a beaucoup parlé des péricardites, des myocardites, vous savez, ces inflammations au niveau du cœur. Donc ça doit rentrer dans la balance. Et puis il y a aussi l'immunité naturelle. C'est pas mal que le virus puisse circuler peut-être chez les adolescents sans cette vaccination pour pouvoir avoir cette immunité naturelle. Et donc on aurait une immunité vaccinale dans un groupe de la population et une immunité naturelle dans l'autre. Une dernière petite question importante, s'il vous plaît, Gérald. Pourquoi, on le comprend, c'est important de vacciner les 12-17 ans, mais pourquoi est-ce sûr, nous dit-on,
globalement, de vacciner les 12-17 ans et qu'on hésite encore sur les moins de 12 ans? Alors, il y a peu d'études. C'est-à-dire que les études sont en cours. Les moins de 12 ans, il n'y a pas d'études qui sont sorties, il n'y a pas d'études validées. Donc voilà pourquoi les autorisations de mise sur le marché, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, pour l'instant, ont mis cette barrière à 12 ans. Et puis, il y a une notion aussi de... Au-delà de 12 ans, il y a une vie sociale qui est plus importante qu'en dessous de 12 ans. Et donc, du coup, cette vie sociale, c'est un facteur de risque de contamination. Quand vous avez des ados qui sont entre eux, eh bien, il y a une dissémination du virus qui est une dissémination plus importante que quand vous restez finalement dans un cercle familial. Mais finalement, je comprends votre remarque qui est de dire finalement 12 ans, pourquoi pas 13, etc. Les études cliniques ont été faites comme ça. Ça risque de bouger. On voit qu'aux États-Unis, notamment Anthony Fauci, qui est le monsieur vaccin, le monsieur Covid aux États-Unis, prône pour même une vaccination obligatoire des enfants, en disant les enfants, le virus circule, etc. Il faudrait les vacciner obligatoirement. Tant qu'il n'y a pas d'études scientifiques, on ne peut pas le faire. Et puis encore une fois, il faut vraiment garder à l'esprit que comme il n'y a pas de forme grave, comme il y a peu de formes graves, l'immunité naturelle, c'est quelque chose qui pourrait être important. Alors Gérald, on continue de parler de santé et puis l'impact de toutes ces mesures sur l'économie. Est-ce que le pass sanitaire est un danger pour l'économie? C'est la question que l'on se pose alors que le gouvernement envisage de l'étendre au-delà du 15 novembre. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, lui plaide pour la fin du pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, car les chiffres, dit-il, sont catastrophiques. On en parle avec vous, François-Xavier Pietri, avec notre invité, Gontran Turing. Bonjour, vous êtes délégué général du Conseil national des centres commerciaux. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Alors, est-ce que vous aussi, vous estimez que le pass sanitaire a un impact désastreux sur votre chiffre d'affaires dans les centres commerciaux? Oui, on ne l'estime pas, d'ailleurs, on le prouve, puisqu'on a un indice national qui est représentatif de l'évolution de la fréquentation des centres commerciaux. Et pour ceux qui sont soumis au contrôle du pass sanitaire, c'est-à-dire environ un centre sur 5 en France, la baisse de la fréquentation ces dernières semaines est de moins 31%. Donc pratiquement un tiers des clients qui ont disparu pour différentes raisons. Je crois que la principale, c'est qu'on est dans une situation de confusion totale, ce qu'a d'ailleurs souligné le président du MEDEF. Déjà, nous, spécialistes, on a du mal à s'y retrouver, mais entre les centres de plus de 20 000, les centres de moins de 20 000, le taux d'incidence plus de 200, moins de 200, l'accès aux produits de première nécessité, bref, c'est un imbroglio total. Et le résultat, c'est que les commerçants des centres commerciaux de France, et je rappelle que les centres commerciaux représentent un quart du commerce de détail en France, aujourd'hui ont des chiffres d'affaires qui sont en chute libre. Mais grâce à ce pass sanitaire, monsieur, la majeure partie des centres commerciaux en France peuvent rester ouverts. Est-ce que la suppression du pass sanitaire dans les centres commerciaux, où il est encore obligatoire, ça ne serait pas peut-être sacrifier la santé à l'économie? Alors, je vous réponds tout de suite deux choses. La première, c'est qu'il y a un effet halo de cette mesure, c'est-à-dire que non seulement la chute touche les centres commerciaux qui doivent contrôler le pass sanitaire, mais tous les centres commerciaux. On est à moins 25% sur l'ensemble des centres commerciaux parce qu'effectivement, il y a une confusion et les gens font l'amalgame entre ces différents centres. Et puis par ailleurs, on tient à rappeler, et on ne le fait pas suffisamment, que les centres commerciaux sont toujours soumis, en général, quelle que soit leur taille, à un protocole sanitaire très strict, avec une jauge de 1 personne pour 8 mètres carrés, pour respecter une distanciation sociale, avec des mesures barrières, dont le contrôle du masque, du port du masque, et puis la vérification de la qualité de l'air. Depuis le début de la crise, aucun cluster n'a été constaté dans un centre commercial et plusieurs études scientifiques, dont 3 études de l'Institut Pasteur, ont démontré que les centres commerciaux n'étaient pas des lieux de propagation du virus. Donc il y a là une mesure qui est à la fois superflue et discriminatoire, puisque les centres commerciaux, enfin les grands centres commerciaux, sont les seuls qui subissent cette mesure. D'ailleurs, plusieurs tribunaux administratifs ont récemment suspendu des arrêtés préfectoraux qui imposaient cette mesure. En plateau, François-Xavier Pietri est toujours avec nous. Est-ce que le tableau est aussi sombre ou est-ce qu'on peut considérer que le pass sanitaire, il a sauvé l'économie, car sans lui, ce serait la fermeture de tous les commerces? Si on regarde les choses de ce côté-là, oui, grâce au pass sanitaire, ça continue à marcher, l'économie. Donc effectivement, et elle est même plutôt en train d'accélérer. Il y a quand même une réalité des chiffres. C'est vrai que quand monsieur évoque une chute d'affluence de plus de 30%, c'est une réalité. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a une confusion aujourd'hui complète chez les clients qui ne savent plus en gros quel centre est ouvert et accessible ou pas avec ou sans pass sanitaire. Donc tous les centres commerciaux
subissent un effet pass sanitaire sur leur clientèle. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'aujourd'hui, la consommation s'est arrêtée en France? Non. Quand on regarde les chiffres qui ont été d'ailleurs donnés par Bruno Le Maire il y a quelques jours, au mois d'août, on a plus 15% de consommation constatée sur les biens de consommation courante, comme on dit, avec les cartes bancaires. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quand même un commerce qui a une vitalité. Ceux qui bénéficient de ça, ce sont évidemment les petits commerces, les commerces notamment de centre-ville. Donc on a aujourd'hui effectivement quelque chose, un rythme, à deux vitesses, et c'est ça qui pose problème. On a des centres commerciaux qui sont effectivement pénalisés, et c'est une réalité. On a des petits commerces qui en bénéficient, ça tant mieux pour eux. Donc vous voyez, c'est tout l'équilibre dans la balance qui est en jeu. Gontran Turing est toujours avec nous. On va revenir vers lui dans un tout petit instant. Gérald Kierzek, c'est vrai ce qu'il dit, aucun exemple de cluster répertorié dans un centre commercial. C'est sûr d'aller faire ses courses aujourd'hui dans un centre commercial parce qu'il y a les mesures qui ont été mises en place dans ces mesures sanitaires dans ces centres. Il faut faire attention de dire aucun cluster parce que c'est difficile de tracer le cluster. C'est-à-dire que si quelqu'un est contaminé, c'est extrêmement compliqué de savoir où il a été contaminé. Ce qui est clair, c'est que la contamination, c'est plutôt dans un cercle familial et c'est plutôt dans un cercle où il y a de petits espaces. Or, c'est l'inverse du centre commercial. Un centre commercial, par définition, c'est plutôt vaste, c'est plutôt ventilé et ils sont soumis effectivement à un protocole sanitaire. D'ailleurs, avec des mesures qu'il va falloir assouplir parce que quand on voit les sens de circulation, quand on voit les protocoles, pareil dans les écoles, de désinfection, etc., on sait très bien que c'est pas par là qu'on se contamine. Donc, il y a le pass sanitaire. On va voir jusqu'à quand il dure, ce pass sanitaire. Des mesures de gel hydroalcoolique, etc., paraissent intéressantes. La ventilation aussi. Mais tout le reste, les centres de circulation, les toilettes condamnées, vous savez, avec une sanitaire condamnée sur 2, etc., ça n'a aucun intérêt et ça alourdit les procédures. Effectivement, je rejoins monsieur en disant c'est pas là où on se contamine. De là à dire qu'il y a zéro cluster, peut-être pas. En tout cas, on n'est pas capable de les tracer, mais l'environnement n'y est pas propice. Permettez-moi de remercier Gontran Turing d'avoir participé à ce débat. Je précise quand même que 67% des Français soutiennent le principe de ce pass sanitaire. De toute évidence, ça les rassure.